À 6h16, nous ouvrons le premier kiosque de 2015, Maxime Switek. C'est vrai, c'est le premier. Oui. Leur professionnalisme les honore. Ils auraient pu réveillonner toute la nuit. Ils ont préféré lire la presse pour vous, c'est beau. Loïc Loury pour les régions, Samuel Etienne pour la presse internationale, Emmanuel Dutheil pour la une de l'Écho et Fred Hafner qui regarde la télé pour nous, y compris en 2015. Bonjour à vous et bonne année. Bonjour Maxime. On commence avec vos quotidiens nationaux et cette question un peu bizarre en page 6 du Parisien. Et si on vivait une année historique? D'après un prof de lettres et un historien qui viennent de publier La fatalité de l'an 15, il se passe toujours quelque chose d'historique les années terminant par 15. 1415, bataille d'Azincourt. 1515, Marignan. Évidemment. 1715, mort de Louis XIV. J'en passe et des meilleurs. Alors pour savoir ce qu'il va se passer d'historique en 2015, il faut lire Le Monde ce matin. Le titre, 2015, les enjeux d'un monde qui change. Titre qui rappelle furieusement les sujets de dissertation qu'on pouvait avoir en histoire ou en géo au lycée. Mais bon, entre la lutte contre l'État islamique, la lutte contre le virus Ebola, l'espoir d'un accord sur le climat, le contre-choc pétrolier, il pourrait s'en passer des choses cette année. Rien qu'à y penser, on est déjà épuisé. Mais heureusement, pour se détendre, il y a toujours VSD qui met Julie Gaillet en une et qui imagine, écoutez bien, un dialogue entre l'actrice et Madame de Pompadour, ancienne propriétaire de l'Élysée. C'était au 18e. Ça donne une double page surréaliste. Je vous invite à aller lire ça. Oui, je vous la montre là. Je vous invite aussi à regarder ce photomontage de Julie Gaillet en Madame de Pompadour, donc dans VSD. Oui, on vous montre ça sur europe1.fr et vous pouvez voir ça effectivement dans VSD cette semaine. Voilà pour vos quotidiens et vos hebdos nationaux. Loïc Loury, qu'est-ce qui fait la une de la presse régionale ce matin? Eh bien, c'est évidemment 2015 qui s'affiche à la une de nos quotidiens régionaux. Bonne année 2015, très sobrement en première page du Midi Libre, avec une photo qui montre la liesse du réveillon. À vrai dire, on ne sait pas vraiment si elle a été prise hier soir. Les mêmes mots, bonne année, qui s'affiche en une de Nice matin, avec cette fois le dessin d'un artiste local qui représente un arbre rouge et la mer en jaune. Magnifique. Hein, pourquoi pas pour allez 2015. Voir, c'est très très beau, on dirait un dessin d'enfant. C'est simple. Mais ça s'appelle l'école de Nice et ça date des années 50, visiblement. Okay, donc on ne critique pas. Hein. Et puis, pour finir, il y a les unes qui se mouillent un peu plus. La France peut croire en 2015, c'est ce que nous assure Sud-Ouest, qui livre 7 raisons de croire en notre pays. Ça, c'est positif, c'est bien. Notamment les prix Nobel, par exemple, que la France a reçus cette année. Un peu la même chose, à la une de La Montagne pour finir avec ce titre, 2015, porteuse d'espoir. Et alors, l'histoire qui vous a le plus intéressé ce matin, et je me demande pourquoi, c'est à lire dans la Provence, un casting organisé à Marseille pour un célèbre cabaret parisien. La réponse est simple, c'est le Crazy Horse, ce symbole des nuits parisiennes, obligé d'aller recruter jusqu'à Marseille, rendez-vous compte. Alors je vous propose moi ce matin d'envoyer un candidat parisien infiltré. Oula. Est-ce que ça intéresse quelqu'un? Oui, ça va être compliqué, mais bon. Mais c'est pour hommes et femmes? Non. Non, c'est pour femmes. Donc ce sera forcément Sophie. Ah oui, c'est Sophie, ou alors il faut se déguiser. C'est exactement à ça que je pensais, Samuel. Je peux vous donner les critères. Attention, c'est particulièrement strict. C'est le fondateur qui les... Les critères extrêmement stricts qui datent de 1951. Il faut mesurer entre 1m68 et 1m72 déjà. C'est raté. C'est raté même pour tout le monde. Pour Samuel Etienne. Non, je le confesse. Qui fait moins d'1m68. Quand je me présente, je dis 1m70. La vérité, c'est 1m67. Donc c'est raté là. Ça passera peut-être. Il n'y a pas de mal à essayer. Les autres critères sont encore plus stricts. La distance entre le nombril et le pubis, par exemple, 13 cm, c'est obligatoire. Je ne vous demanderai aucun commentaire. Je n'ai pas mesuré. Et la distance entre les seins, 21 cm. Aucun commentaire. Un peu plus facile, il faut avoir plus de 18 ans. Là, je pense que c'est bon pour tout le monde. Etc. Il y a énormément de critères. Et contrairement à ce qu'on peut croire, eh bien, une très solide formation de danse est obligatoire. Alors, pas beaucoup d'informations. Comment ça, contrairement à ce qu'on pourrait croire? Je ne sais pas. Moi, je ne suis jamais allé au Crazy Horse. C'est une idée reçue. Alors, pas beaucoup d'informations, en tout cas, dans cet article sur le déroulé du recrutement. C'est dommage. En tout cas, une Marseillaise qui fait déjà partie de la troupe, elle nous parle de sa consécration. C'est le moment où on lui a donné son nom de scène. C'est Mina Satin. Alors moi je propose ce matin par exemple Samuel Velour ou encore Emmanuel Dantel. Ça rime, oui, oh là là. On va passer à la presse. Ce matin. Ils sont déchaînés en ce 1er janvier. On va passer à la presse internationale. Ne rougissez pas Samuel Etienne enfin. Non, Samuel Velour. Samuel Velour. Ça me fait tout chose. Oui, pardon. Alors, j'en ai trouvé des histoires dans la presse internationale sur le Nouvel An, sur la fête, sur l'importance de célébrer ce moment, les bilans 2014, les bonnes résolutions 2015, etc. Mais
J'ai découvert, surtout dans le très sérieux Wall Street Journal, une catégorie de personnes pour qui le 1er janvier est vraiment super important. Ce sont les streakers. Les streakers, ce sont les membres d'une étrange association américaine de course à pied dont les membres s'engagent à courir tous les jours. Tous les jours, mais sans exception, Samuel? Ouais, Sophie, tous les jours, c'est la condition sine qua non pour faire partie de cette association. C'est presque une secte en fait. Bah oui, c'est ça. Avec celle de courir à chaque fois au moins 1 mile, 1 km 6. Alors vous comprenez maintenant pourquoi le 1er janvier est à ce point important pour un streaker, car c'est vraiment le jour où il ne doit pas oublier de courir, même si le réveillon a été un petit peu chargé. En même temps, il n'y a aucun jour où il doit oublier de courir, semble-t-il. Eh ben si, ça arrive, c'est fou. Il y a des streakers qui sont engagés, le journal le raconte, depuis 10 ou 15 ans, et puis un jour ils oublient. Ouais. Et ils peuvent pas se rattraper le lendemain. Si on court 2 fois le lendemain, ça marche pas, quoi. Alors ça peut faire sourire comme ça, mais il faut savoir que le record en la matière est de 50 ans. Il y a un Anglais qui court depuis 50 ans, tous les jours. Et l'histoire de l'association est pleine d'anecdotes de membres qui ont couru alors qu'ils étaient très malades, le jour même d'une opération, tout au long d'une grossesse, y compris le lendemain de l'accouchement, pour ne pas sauter toujours un jour de course. C'est interdit, je vous l'ai dit, si vous courez 2 fois le lendemain, ça ne marche pas. Je ne suis pas médecin, mais je pense que c'est mauvais pour la santé de courir tous les jours, Samuel. Eh bien, effectivement. D'ailleurs, sur la page de l'association elle-même que je suis allé consulter, il y a un avertissement contre le risque de courir au quotidien quand on est malade ou quand on souffre d'un problème évidemment. cardiaque. Et puis ça reste quand même un sacré challenge de courir tous les jours avec les emplois du temps chargés, les impondérables, les coups de mou. Dans l'histoire de l'association, ils ne sont que 494 à y être parvenus, c'est-à-dire à avoir réussi à le faire au moins pendant 1 an d'affilée. Vous courez combien de fois par semaine, vous? Je suis à 5 fois à peu près. Oui, bah voilà, vous n'êtes pas loin quand même. Hein. Oui, mais tous les jours. Il suffit d'aller C'est travailler ça. en courant. C'est un sacerdoce. Merci beaucoup, Samuel Etienne. Emmanuel Dutheil, peut-être que l'on volera bientôt dans des avions chinois, c'est ce que vous nous apprenez ce matin? Eh bien oui, le premier avion pour passagers à être développé en Chine, il s'appelle le Comac RJ-21. Eh bien cet avion vient de recevoir sa certification de la part des autorités chinoises. Alors pour ceux qui s'y connaissent un peu en avion, il paraît qu'il est inspiré du MD-90 de l'américain McDonnell Douglas. En tout cas, cette certification va lui permettre d'effectuer des vols intérieurs en Chine. Bon, il faut encore quand même qu'il améliore, semble-t-il, quelques points de détail de l'aveu même des autorités chinoises. Pour aller au-delà de la Chine, il lui faudra d'autres autorisations, notamment celle de la puissante FAA américaine. Il pourra alors se poser en concurrent sérieux, nous disent les Échos, du Canadien Bombardier ou du Brésilien Embraer. Malgré tout, c'est vraiment un événement, semble-t-il, dans le monde de l'aéronautique chinois. Oui, l'aéronautique, c'est un enjeu majeur pour la Chine. Oui, le gouvernement chinois cherche à développer sa propre aéronautique civile, à la fois pour répondre aux besoins gigantesques des compagnies locales qui sont toutes fournies, bien évidemment, que ce soit par Boeing, que ce soit par Airbus ou par les constructeurs dont on vient de parler, mais également pour avoir des débouchés à l'exportation. Pour cela, il s'appuie sur une société publique qui s'appelle la Comac, d'où le nom de mon avion, le Comac RJ-21. La Comac a également dans ses cartons un modèle plus large, là, qui serait un concurrent des Airbus monocouloirs. Il s'appelle lui le C919. Il a déjà été commandé à plus de 400 exemplaires, ce C919. Par des compagnies chinoises, bien évidemment. Alors, il y a une seule commande qui émane d'une filiale de General Electric parce qu'ils sont partenaires de cet avion. Donc, on va dire qu'ils se sont sentis obligés de passer quand même une commande. Malgré tout, selon les Échos, les RJ-21 comme le C919 intègrent un grand nombre de composants étrangers, bien qu'ils soient présentés par les médias locaux comme des avions 100% made in China. Et voilà, le Made in China qui s'invite également dans l'aéronautique. Emmanuel, vous disiez inspiré d'un avion américain. Vous vouliez pas dire copier? Non, je voulais pas dire bientôt un copier, mais en tout cas dans le style. Il ne l'a pas dit. Non, je ne l'ai pas dit parce que je n'ai vu je n'ai pas vu ce Comac RJ-21 au-delà de photos sur Internet ce matin. La sélection télé du jour, c'est un film culte, Fred Hafner, qui passe cet après-midi sur Arte. Un de ces films qu'on a plaisir à voir ou à revoir de temps en temps, même quand on connaît l'histoire par cœur. Effectivement, Maxime, et pour tout vous dire, c'est mon cas. Je l'ai vu quand j'étais ado, je crois que je vais m'y recoller en rentrant de la radio cet après-midi. Et là, vous me regardez bizarrement, vous pensez que j'ai complètement oublié de vous donner le titre du film, mais non, c'est fait exprès, c'est un test. Oula. Écoutez et devinez. Alors, Est-ce que quelqu'un reconnaît là autour de la table? Impératrice. Non. Non. Raté. C'était hier à la Star télé. Wars. ça. Mais non. Non plus. Laurence Ah, d'Arabie. mais oui, bien sûr.
Excellent, bravo Maxime. Laurence d'Arabie, effectivement, je rappelle en plus que c'est un compositeur français, un Maurice Jarre, le père de Jean-Michel Jarre, qui a d'ailleurs démarré une carrière à Hollywood grâce à ce film. Laurence d'Arabie, chef-d'œuvre du cinéma hollywoodien, 1962, plus de 3h30 de grands spectacles par un des maîtres du genre, le britannique David Lean, qui avait déjà réalisé Le Pont de la Rivière Kwai 5 ans plus tôt. Ouais, c'est un film qui est entré dans la légende. On parle du film aux 7 Oscars et il figure aussi en bonne place dans le classement des meilleurs films américains de l'histoire du cinéma. Vous êtes très bien renseigné, effectivement, un top 100 établi par l'American Film Institute. Laurence d'Arabie est numéro 7 sur cette liste qui a été révisée il y a quelques années. Rapidement, si par hasard vous ne l'avez jamais vu, Laurence d'Arabie, c'est l'histoire de Thomas Edward Lawrence, un officier britannique un peu trouble envoyé au Moyen-Orient alors que les Anglais et les Turcs sont ennemis. Il est censé effectuer une mission d'évaluation, c'est pendant la Première Guerre mondiale, mais il va plus loin, beaucoup plus loin, puisqu'il intrigue pour unir différentes tribus et attaquer les Turcs avec elle. Un mot rapidement sur les personnages principaux. Peter O'Toole qui incarne Laurence d'Arabie avec une force, avec un charisme incroyable. Figurez-vous qu'il a obtenu le rôle parce que Marlon Brando l'avait refusé, ce qui aurait sans doute pas donné exactement le même film quand on voit le gabarit des deux et le style de chacun. Voilà, Laurence d'Arabie de David Lean à 13h35 sur Arte. C'est vrai que c'est un bon film ça pour se mettre sous la couette. Un 1er janvier, Oui. hop, dans le canapé, c'est parfait. Merci beaucoup les amis. C'était le premier kiosque de l'année. Il est déjà terminé, mais je vous dis à demain. À demain. À demain, À demain. Maxime.